Bonjour à tous, je suis Mehmet Severkan Gegüsüz. Je vis à Istanbul, l'une des plus belles villes de Turquie. Je suis un entrepreneur dans le domaine de la technologie, en me concentrant sur le domaine de la bibliothéconomie. Euh, il y a actuellement 81 villes en Turquie et je suis le fondateur de la plateforme de livres intelligents utilisée dans toutes les bibliothèques publiques centrales de ces villes. Au total, dans 130 bibliothèques publiques. Notre plateforme est en fait une combinaison de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Elle est composée de divers modules. Je vais en parler parce que je pense que mon point de vue, euh, à la fois sur l'entrepreneuriat et dans le domaine de la bibliothéconomie, en se concentrant un peu plus sur les technologies de contenu, euh, en expliquant ce que je fais, en racontant les histoires que j'ai vécues, euh, en essayant de toucher certains points clés et en expliquant comment nous percevons la vision à la fois nationale et internationale, euh, je vais essayer de l'expliquer. Bien sûr, je ne suis pas seul dans cette affaire. J'ai rencontré ma femme quand nous avions 18-19 ans à l'université. Elle est psychologue et clinicienne. Euh, et en fait, nous avons conçu ensemble le module de métathérapie sur la plateforme du livre intelligent. Les utilisateurs peuvent ici mettre un casque VR et se rendre dans diverses scènes pour obtenir une proposition de solution. Bien sûr, cela se fait de manière scientifique. Sinon, de nos jours, surtout en Turquie, quand on parle de psychologie, on tombe sur beaucoup de vidéos Instagram. Elles sont constamment remplies de directives comme fais absolument ceci, ne fais pas cela. En restant à l'écart de cela, nous avons en fait expliqué des techniques plus relaxantes et scientifiques dans ce domaine. La métathérapie est également l'un des modules du livre intelligent. Nous avons de nombreux modules différents à ce sujet. Je vais faire une vidéo quelque part ici, de ce côté ou de l'autre côté. À ce moment-là, le système tournera, et je partagerai également avec vous diverses choses que nous avons expliquées dans le livre intelligent. Laissez-moi commencer par le domaine où je me trouve. Ici, il y a un. Je pense que oui, ici, il y a un saz turc. Je joue d'environ 4 ou 5 instruments. Depuis mon enfance, je suis très intéressé par ce sujet. Euh, Ici, dans notre salon où il ne manque jamais rien, dans le salon de notre maison, nous avons notre tableau. Ici, nous prenons diverses notes sur les idées qui nous viennent à l'esprit. Voici notre première, paire de lunettes VR. Je peux dire que c'est presque l'un des premiers modèles d'Oculus. Euh, Laissez-moi vous montrer. Voici la signature de mon épouse, et celle-ci est la mienne. Et voici le certificat d'appréciation que nous avons reçu d'une organisation à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Euh, en fait, mon bureau est juste en face. En ce moment, je suis du côté du bureau de mon épouse. Nous travaillons, en fait, en regardant ces choses. Cela nous motive davantage. Je trouve ces parties un peu ennuyeuses, en fait. Laissez-moi parler un peu de ce que nous avons fait et de nos observations. Comment cette histoire s'est-elle développée? Comment a-t-elle commencé? Plus tard, nous pourrons même aller beaucoup plus en profondeur parce que, en fait, nous avons tous une histoire dans la vie. Certaines histoires, nous voulons vraiment croire que c'est une situation très menacée par la cécité entrepreneuriale, la cécité des startups, le fait de tomber amoureux d'une idée, parce que nous aimons vraiment faire ce travail et parfois les bénéfices matériels que nous obtenons pour améliorer notre vie ne sont pas à cette échelle, surtout ces dernières années. Lorsque nous regardons les startups, nous voyons un peu cela. Comment avons-nous lutté contre cela? Et en faisant ces travaux, en commençant, quelle était notre vision du monde? Nous appelons cela en quelque sorte établir une bibliothèque sur Mars entre nous, dans notre contenu. Ici, je vais également expliquer ce concept. Maintenant, tout d'abord, pendant la pandémie au début des années 2020, nous avons remarqué cela. Avec un code QR, bien sûr, c'était aussi une période où le code QR devenait très populaire. Par exemple, les vaccins, les cartes de patients, le retrait d'argent au distributeur automatique avec un QR. Nous nous sommes dit, si nous pouvons retirer de l'argent d'un distributeur automatique avec un QR, lire un menu, pourquoi ne pourrions-nous pas faire quelque chose de détaillé avec des livres? Je parle de scanner le QR pour accéder aux informations de base plutôt que d'accéder à une vidéo en le combinant avec le métavers ou la réalité virtuelle où nous voyons l'auteur devant nous et où nous rendons le processus d'apprentissage beaucoup plus
interactif en le transformant en apprentissage expérientiel. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire quelque chose comme ça? Bien sûr, comme nous travaillons avec le logiciel depuis environ 15 ou 16 ans, cette idée, cette pensée a eu un impact très fort sur nous. Ensuite, nous avons créé les premiers livres intelligents basés sur les classiques. Les droits d'auteur ont expiré. Nous avons bien reçu des conseils juridiques pour les 70 ans. Actuellement, nous nous concentrons sur les œuvres classiques en Turquie et aux États-Unis. Et euh, dans nos recherches, je pense que cela a été modélisé 5 ou 10 fois. Certains auteurs n'ont même jamais été modélisés en 3 dimensions. Les auteurs de la période classique, que l'on pourrait dire, et qui ont contribué à l'accumulation de connaissances intellectuelles mondiales, comment devrions-nous le dire? Nous avons modélisé en 3 dimensions les auteurs qui ont contribué à la richesse intellectuelle générale, de l'histoire à la science, de la poésie à l'art, acceptés et reconnus dans le monde entier. Et ensuite, nous avons commencé à modéliser des objets connus de la vie de ces auteurs ou certaines scènes de leurs livres. Notre objectif initial était le suivant. Si ce que nous faisons nous semble très impressionnant et que nous pouvons enrichir notre processus d'apprentissage tout en étant immergés, nous pensions que cela se reflèterait également sur l'utilisateur. Je ne dis pas cela comme un discours classique. D'abord, cela doit nous convaincre, puis je ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Moi-même, je pense que ce type de marketing et de vision entrepreneuriale n'est plus suffisant à lui seul. Nous devons le soutenir avec divers concepts. Donc, nous avons fait quelque chose comme ça. Nous avons modélisé l'auteur, nous avons inclus un documentaire sur l'auteur, nous avons intégré des narrations vocales sur l'auteur avec l'intelligence artificielle dans un environnement VR, tout cela dans un environnement VR, et ajouté des photos de la vie de l'auteur dans le contenu permettant à l'utilisateur de naviguer, en cliquant sur des cercles comme sur Google Maps. Puis à ce stade, nous avons eu plus de 50 auteurs et avons commencé à modéliser plus de 4000 objets en 3 dimensions. Après un certain temps, nous avons formé diverses intelligences artificielles et avons en fait reçu de l'aide de celles-ci pour les modélisations. Ensuite, nous avons réalisé que nous n'avions que cela, mais l'utilisateur est venu, s'est connecté au système via un site web, comme que pouvons-nous faire d'autre, et nous avons ajouté un module de galerie VR, une galerie d'art en réalité virtuelle. Parce que notre objectif était que La Nuit étoilée de Van Gogh soit en fait un langage universel. Rien qu'à travers notre perspective sur ce tableau, nous pouvons discuter avec des gens de presque toutes les nations du monde. Nous croyons et soutenons également ces valeurs. Nous croyons qu'il existe un autre concept, une autre qualité dans la vie, en découvrant cet aspect de l'art ou la puissance transformatrice de la connaissance. Les relations peuvent bien sûr se baser sur de nombreuses choses, mais lorsqu'elles reposent sur la force de la connaissance, cela prend une dimension différente. Nous avons cru que cela ne se limite pas seulement aux universités ou à certains domaines, mais peut également se trouver dans les bibliothèques publiques. Cette qualité de connaissance, cette familiarité est fondamentalement ce que nous faisons, c'est transporter et combiner cette qualité de connaissance vers un apprentissage expérientiel. Nous le faisons également par le biais de la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle a une signification particulière. Pour la première fois dans l'histoire, nous apprenons en étant réellement immergés. C'est ainsi que nous le définissons. C'est-à-dire que nous avons toujours appris en lisant, en écoutant, par des moyens auditifs, en voyant divers visuels, en établissant toujours un contact intérieur-extérieur d'une certaine manière tout au long de l'histoire. C'est ainsi que cela se développe. Cependant, depuis l'apparition des casques VR et de la réalité virtuelle, nous obtenons un apprentissage expérientiel, en étant immergés dans quelque chose. C'est un peu comme ça. Imaginez que vous puissiez vous accrocher à l'alphabet ou que pourrions-nous dire à ce sujet? Imaginez que vous puissiez tenir une information apprise, comme une connaissance dans votre main, ou même la manger. Vous êtes maintenant en contact, vous êtes dedans. Peut-être que beaucoup plus d'exemples peuvent être donnés, mais lors des diverses conférences et séminaires auxquels j'ai assisté depuis l'université, je ne prends généralement pas beaucoup de notes en parlant,
Je réfléchis juste un peu à l'avance. Je commence à y penser quelques jours à l'avance. Parce que je crois que lorsque les expériences que nous vivons nous amènent à ce point, nous devons aussi parler un peu. Quand nous sommes prêts à rassembler nos pensées et à expliquer, nous pouvons toujours le faire. C'est pourquoi la qualité de mes exemples, au moins pour cette vidéo, sera un peu comme ça. Maintenant, en parlant de cette partie de la réalité virtuelle, nous avons mentionné Van Gogh dans la galerie VR. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Par exemple, l'utilisateur peut entrer dans le tableau La Nuit étoilée ou écouter ce tableau en audio tout en explorant les œuvres de Da Vinci. Et que signifie être à l'intérieur d'un tableau pour la première fois? Eh bien, nous comprenons et voyons cela. Bien sûr, je vais également aborder les détails plus profonds et les aspects intéressants de cela dans un instant. Eh bien, dans cette partie, nous avons modélisé 24 tableaux qui ont marqué l'histoire mondiale. Et Osman Hamdi Bey est l'un des peintres célèbres de notre pays. Il a un tableau intitulé Le dresseur de tortues. C'est un tableau orientaliste. Nous l'avons également intégré dans la galerie comme un assistant virtuel en 3 dimensions. Il explique aux gens ce qu'ils peuvent faire ici. Ensuite, bien sûr, les initiatives sont toujours enchaînées. Certains modules, des idées. Nous nous sommes dit, si nous faisons cela, mettons cette fois quelque chose de différent en avant, et bien que l'utilisateur puisse suivre un cours comme s'il avait un professeur particulier en réalité virtuelle. Comment pouvons-nous faire cela? Nous avons consulté le site d'annonce le plus célèbre de notre pays, c'est-à-dire en Turquie, et avons regardé les professeurs qui donnent des cours particuliers. Et généralement, cet endroit est destiné à la vente de meubles, d'immobilier, de voitures. Le taux de cours particulier y est un peu bas par rapport à cela. Et ensuite, nous avons contacté ces professeurs Smarant pour acheter à vie les droits de leurs cours. Nous les avons filmés. Notre objectif ici, c'est le suivant. Aujourd'hui sur YouTube, et même l'intelligence artificielle. À l'époque où nous avons commencé, elle n'était pas aussi développée, mais maintenant, elle l'est beaucoup et peut vous enseigner beaucoup de choses. Mais notre objectif était le suivant. Pouvons-nous atteindre le réalisme? Pouvons-nous améliorer l'apprentissage? Et lorsque l'attention de l'utilisateur se disperse, c'est-à-dire lorsqu'il tourne la tête dans une autre direction, le professeur se tait. Quand il regarde à nouveau, il continue. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire cela avec le suivi des mouvements? Parce qu'en fait, c'est un peu le rêve de nombreux élèves dissipés. Ils tournent la tête, s'ennuient en classe, comme si le professeur pouvait continuer quand on revient. Ou nous avons eu une scolarité un peu plus turbulente. C'est aussi en fait une formation aux échecs, formation en vieux turc et en ottoman, formation au langage corporel et à l'addiction. Nous avons convenu avec 3 de nos professeurs et intégré ces 3 formations à nouveau. Bien sûr, les bibliothèques publiques ont aussi un rôle éducatif sur les gens diffusant l'information. Parfois, nous voyons un câble sous terre. Parfois, c'est la lampe elle-même à l'extérieur. Parfois, nous ne pouvons pas le voir, mais c'est comme si cette information était à l'intérieur de ces câbles. Je pourrais l'illustrer ainsi. Et ensuite, nous avons dit que, d'accord, nous avons 3 modules. Maintenant, nous pouvons commencer. Il y a la métathérapie, il y a le livre intelligent, l'espace de réalité virtuelle, il y a la partie galerie VR où nous voyons les auteurs. Et lorsque nous sommes allés pour la première fois au ministère de la Culture de Turquie, ils nous ont beaucoup soutenus dans notre développement en nous écoutant. En tant que jeune entrepreneur, nous n'avions vraiment pas été autant écoutés dans la plupart des endroits jusqu'à présent. En fait, pendant que nous réalisions le projet, dans divers environnements socio-culturels, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. Est-ce que cela va faire parler l'auteur? L'auteur va parler, les bibliothèques vont l'acquérir et ils vont en tirer de l'argent. Certains en dénigrant notre pays, d'autres en disant que cela ne marchera pas. Mais nous avons toujours essayé de créer la vision de cela. Ne faites pas attention à ces parties. Je pense que le concept de créer une bibliothèque sur Mars commencera lentement à prendre forme avec ce que j'ai expliqué. Par la suite, nous avons demandé une seule chose. Nous voulions vraiment, sur une base raisonnable, à la fois en termes de services et de prix, que l'on nous permette de développer cela pour notre bibliothèque publique et de donner des formations physiques en parcourant la Turquie, mon épouse et moi. Et nous avons visité environ 70 villes, de l'ouest à l'est de la Turquie. Cela a duré environ
1 mois et demi à 2 mois et c'était très agréable. C'était de beaux mois d'été. Nous avons eu l'occasion de découvrir les bibliothèques là-bas, les besoins des bibliothèques publiques, les comportements des utilisateurs. Auparavant, nous faisions divers sondages, mais en allant sur le terrain, en voyant les attentes des bibliothécaires et en observant leur affluence, nous avons pu remarquer ces aspects. Nous avons eu l'occasion d'expérimenter le livre intelligent de cette manière et nous avons retiré le premier livre intelligent des livres pour le mettre sur un roll-up. Il y a un code QR dessus. En vous connectant au réseau Wi-Fi et en entrant votre code, vous pouvez vous inscrire au système et l'utiliser. Vous pouvez également utiliser ce système depuis chez vous après vous être inscrit. Nous mettons à jour notre système chaque année. Chaque année, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au système. Et l'utilisateur n'a qu'à scanner le code QR, bien sûr. Notre compte Instagram est sur le panneau. Nous avons une unité de support avec intelligence artificielle. Donc, nous disons que les bibliothèques sont occupées, les bibliothécaires sont occupés. Si l'utilisateur pose une question et que cela coïncide avec cette charge, qu'il soit directement connecté à nous. Nous offrons également une formation aux utilisateurs. Nous le faisons à la fois avec l'intelligence artificielle et nous-mêmes en personne. Et tout cela est affiché sur le roll-up, c'est-à-dire sur notre panneau. Par la suite, nous avons rendu tout le système un peu plus pratique de cette manière et avons recueilli des demandes auprès des bibliothécaires. Selon vous, que pourrait-il y avoir, que devrait-il y avoir dans le système, par exemple? Ce sont généralement des bibliothèques pour bébés et enfants en Turquie. Il y a actuellement près de 100 bibliothèques pour bébés et enfants. Concernant celle-ci, il y a une utilisation excessive de tablettes chez les enfants. Il y a eu des demandes pour qu'elles contiennent plus de contenu éducatif, en fait. Et ici, nous avons créé un deuxième module avec mon conjoint en utilisant ses connaissances en psychologie clinique. En fait, nous avons inclus des jeux éducatifs liés à la psychologie. Ici, il y a aussi 25 jeux en ligne qui soutiennent l'apprentissage renforcé. Par exemple, dans toutes les bibliothèques en Turquie, la journée mondiale des bibliothèques est célébrée, la journée mondiale de la poésie est célébrée, la journée de l'environnement est célébrée, et des commémorations sont organisées pour le décès d'auteurs importants. Pour les auteurs internationaux ainsi que pour nos auteurs locaux, des événements éducatifs sont organisés pour ces occasions, comme la journée du recyclage ou la journée de la sécurité routière. Par exemple, il n'y a pas de contenu ou de jeu éducatif qui enseigne les règles de la circulation. Parce que nos bibliothèques, depuis très longtemps, sont, d'après nos observations et recherches moyennes dans le monde, coincées dans une partie matérielle dans la plupart des endroits. Bien sûr, dans certains pays, la structure sociale et le cours de la vie s'opposent à cela. Ils ont une approche plus sociale de la bibliothéconomie, dans des conditions plus sociales. Mais en Turquie, nous avons remarqué en ceci une bibliothéconomie coincée dans un aspect matériel, c'est-à-dire les systèmes de catalogage de livres, les systèmes d'entrée par carte, les systèmes de caméra, les nouveaux systèmes de réservation et l'acquisition de livres. En outre, depuis 2019, un programme intensif d'ateliers est organisé en Turquie. Mais en fait, ces programmes d'ateliers sont organisés grâce aux efforts de nos bibliothécaires et avec le soutien à la fois du ministère et de la Direction générale des bibliothèques, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont un peu laissé cet espace vide. Là-bas, de nombreuses choses différentes peuvent être enseignées. Des programmes de type essayer et faire peuvent être organisés. Si je ne me trompe pas, environ 30 000 ateliers sont actuellement organisés chaque année dans 1300 bibliothèques publiques. Nous avons voulu remplir un peu cet espace. Par conséquent, lorsque nous avons remarqué cette partie du jeu, elle n'existait pas encore. Et ici, nous avons créé divers jeux éducatifs, vraiment instructifs, avec des supports audio, et nous les avons mis en ligne. L'objectif ici était le suivant. Les familles se demandent s'il n'y a pas quelque chose d'éducatif à jouer à la maison, ou bien lorsque les parents disent que leur enfant passe trop de temps sur la tablette, puis va sur l'ordinateur, nous avons créé ces jeux spécialement pour le jeune public, afin qu'ils puissent en bénéficier comme d'un service de bibliothèque pour nos utilisateurs. Ensuite, nous nous sommes demandé quelle mise à jour nous pourrions faire. Je vais laisser ici des liens et d'autres choses diverses où vous pouvez aller sur la chaîne pour voir ce que j'ai expliqué. Dans la dernière mise à jour du livre intelligent,
Vous pouvez discuter avec les auteurs grâce à l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est une conversation limitée. Chaque auteur peut parler de sa propre vie, dans 35 langues étrangères. Ici, nous avons en fait créé un système de chatbot varié, en prenant les informations de base des auteurs, en prenant les informations de leurs livres. Et, si vous posez une question en dehors du livre ou de leur vie, ils ne répondent pas. Vous pouvez également faire cela dans un environnement de réalité virtuelle avec notre système. Vous pouvez le faire en parlant face à face ou, si vous le souhaitez, en écrivant. Parce que notre objectif ici était le suivant. Par exemple, qu'une interview virtuelle soit réalisée. Le jour de la commémoration de Victor Hugo, où je parle avec Victor Hugo grâce à l'intelligence artificielle. Donner un micro à l'enfant, permettre une session de questions-réponses dans une salle de projection, ou projeter cela avec des lunettes VR. C'est en fait notre intention de préparer nos bibliothèques au renouveau technologique qui se déroule actuellement, et en entrant dans cette partie, nous avons ensuite conçu plus de 100 environnements. Un nouveau module a été ouvert sous le nom d'Expérience VR. Ici, vous pouvez explorer qu'il y a par exemple la Grande Muraille de Chine jusqu'à la surface de Mars avec Galileo. Comme il a été le premier à la découvrir, il vous explique cela avec l'intelligence artificielle. Nous avons créé des modules de cette manière. Vous pouvez aller au pôle, voir les aurores boréales, par exemple. Ensuite, le livre intelligent a pris la forme qu'il a aujourd'hui. Et en Turquie, bien sûr, la vitesse de connexion Internet, ou plutôt la vitesse Internet, le prix des lunettes Oculus, la variabilité du taux de change, la valeur du dollar pouvant fluctuer selon notre économie. Nous avons donc conçu ce système non seulement en VR, mais aussi basé sur le web, le rendant accessible à la fois avec le support VR et depuis un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, partout. Il suffit de vous inscrire au Wi-Fi de la bibliothèque, d'aller à la bibliothèque. C'était notre seule condition. Et, comme les lunettes Oculus sont un peu chères, nous avons conçu le système pour qu'il puisse être utilisé avec de simples lunettes en carton, c'est-à-dire en insérant simplement notre téléphone dans celle-ci. Cependant, vous pouvez toujours utiliser le système avec Oculus 2, 3 ou Apple Vision Pro. Cela améliore simplement le contenu en fonction de la qualité de l'appareil, parce que nous pouvons en fait produire des qualités d'image en 8K et même en 16K, mais nous avons des systèmes de stockage en arrière-plan pour que l'Internet puisse les charger. Pour que cela soit accessible dans des conditions égales partout en Turquie. Et en fait, cette partie sera un peu plus suffisante. Après avoir parcouru 70 villes, nous avons rédigé un rapport pour les bibliothèques publiques de ces endroits. Un rapport sur les bibliothèques publiques de Turquie du point de vue d'un entrepreneur et d'un prestataire de services. Nous l'avons écrit avec mon épouse. Elle a écrit son point de vue, j'ai écrit le mien, et nous l'avons transmis à divers intéressés, responsables et unités concernées de l'État. Par la suite, pour la première fois en Turquie, une foire de la technologie bibliothécaire a été organisée, un festival, et il y a environ 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas, cela fait 3 ou 4 ans, la bibliothèque de Rami a été inaugurée. C'est la plus grande bibliothèque de Turquie. C'est un lieu transformé à partir d'une caserne militaire historique datant des années 1800. Et c'est vraiment très grand. Comparé à la plupart de nos bibliothèques, et même en Europe, si je ne me trompe pas, elle pourrait être parmi les 5 ou 10 premières. Et en termes de nombre d'œuvres, elle est également très bien. Il y a la bibliothèque verte, la bibliothèque accessible, elle a une structure moderne et historique qui s'adresse à divers concepts. Là-bas, nous avons eu l'occasion de découvrir le livre intelligent. Nous avons participé à plus de 10 festivals culturels dans notre pays, ainsi qu'à des festivals de technologie. Nous avons participé à la semaine de l'innovation en Turquie. Nous avons toujours exposé notre produit dans ces endroits. En fait, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est un nouveau projet qui nous permet de mieux expliquer le contenu destiné aux bibliothèques plutôt qu'un livre intelligent, et nous envisageons de le promouvoir à l'international. Nous voulons désormais devenir un producteur de contenu international pour toutes les bibliothèques publiques, Weiss, et nous croyons pouvoir réussir cela à un certain niveau, en offrant toujours un prix abordable, un accès gérable, et en nous concentrant sur l'utilisateur et le bibliothécaire.
Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des deux autres initiatives. L'une des raisons principales pour lesquelles je fais cette vidéo est que nous sommes actuellement en train de postuler et de nous préparer pour participer au plus grand salon de la bibliothéconomie organisée aux États-Unis. En fait, c'est aussi pour nous présenter là-bas et attirer l'attention sur les contenus de bibliothéconomie en particulier, sur la technologie des contenus de bibliothèque dans mes vidéos suivantes. Je parlerai également de diverses autres choses. Je remercie tout le monde chaleureusement